Donc, à tout de suite. Eh bien, je pense que nous y sommes et que tout le monde est bien installé pour ce webinaire, les rendez-vous Recyc Québec. Écoutez, je vous souhaite bonjour et bienvenue à ce dernier webinaire, en fait, de la série que l'on donnait sur la présentation des données du bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles au Québec. Le webinaire d'aujourd'hui va vous présenter le portrait 2021 de l'élimination au Québec. C'est un plaisir de vous accueillir. Je me nomme Isabelle Moïse et je serai votre animatrice aujourd'hui. Je serai également accompagnée de Francis Vermette et Sophie Taillefer qui vont agir à titre de modérateurs de contenu en répondant à certaines questions directement dans le Q&A. Q&A, je vais le franciser quand même, dans le question-réponse en plus de vous partager certains liens que vous trouverez en haut de votre écran, l'onglet. Avant de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques consignes. Tout d'abord, je vous rappelle que le webinaire d'aujourd'hui se veut une présentation technique des principaux résultats du bilan 2021. L'objectif étant de bien comprendre les données qui sont présentées. Vos micros et vos caméras ont été fermés. On vous invite donc à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Comme mentionné précédemment, on a prévu pour la présentation d'aujourd'hui 2 périodes d'échange pour répondre à certaines questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure. On va s'assurer de nos modérateurs y répondront soit par écrit ou on va y répondre de vive voix. Donc, n'hésitez pas. Vous remarquez également que l'option clavardage n'est pas disponible. On a priorisé l'utilisation du question-réponse pour nous permettre de répondre à un maximum de questions. Si vous utilisez la version Teams qui n'offre pas la fameuse option question-réponse ou si vous avez ou si vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup de questions et qu'on n'a pas nécessairement répondu à votre interrogation, n'hésitez pas à transmettre vos questions par courriel à l'adresse qui va être diffusée à la fin de la présentation. La séance d'aujourd'hui est d'une durée d'1 heure et elle est enregistrée. Un lien va vous être envoyé par courriel à la suite de l'événement pour accéder à l'enregistrement. Puis vous aurez également accès à la présentation PowerPoint. À la fin du webinaire, on va également vous inviter à répondre à un sondage d'appréciation. Vous allez recevoir le lien par courriel également. Alors, on passe maintenant à la présentation de notre conférencière d'aujourd'hui, qui est Annie Lalonde. Annie est agente de recherche et de planification chez Recyc Québec. Annie est détentrice d'une maîtrise en sciences de la Terre de l'Université du Québec à Montréal. Elle travaille dans le domaine de la gestion des matières résiduelles depuis maintenant plus de 10 ans. D'abord dans le secteur municipal, puis ensuite pour un organisme de protection de l'environnement. Annie a rejoint Recyc Québec en 2013 et elle participe activement à la réalisation du bilan de la gestion des matières résiduelles depuis 2015. Alors Annie, je vous souhaite à tous une bonne présentation et Annie, à toi la parole. Merci Isabelle. Bonjour tout le monde. Donc, sans plus tarder, on va commencer la présentation. Pour ce qui est de l'ordre du jour, bien, on va voir tout d'abord un point sur la réglementation et la méthodologie des données que je vais vous présenter aujourd'hui. Ensuite, on va voir les principaux résultats en lien avec les données d'élimination pour 2021. Donc, vous pouvez voir ici là, tous les sujets qu'on va aborder. Je vais terminer avec la présentation avec des perspectives à venir, donc au niveau d'études de caractérisation qui vont être réalisées cette année. Et je vais vous mentionner également là, certaines modifications qui ont été apportées au règlement sur les redevances à l'élimination. Et comme Isabelle le disait, on va avoir donc 2 périodes de questions, une à la fin et une suite à la présentation des quantités de matière éliminées.
Donc, tout d'abord, au niveau de la réglementation, c'est le règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles, le REIMR, qui encadre les lieux d'élimination qui sont visés à la section élimination du bilan GMR. Donc, plus précisément, les lieux visés sont les lieux d'enfouissement technique, les LET, les lieux d'enfouissement en tranchée, les LEET, les lieux d'enfouissement de débris de construction et de démolition, les LEDCD, les incinérateurs et les centres de transfert qui acheminent des matières aux lieux que je viens de vous mentionner. Au niveau des papetières, c'est le règlement sur les fabriques de pâtes et papiers qui encadre les papetières et donc les matières résiduelles qu'elles éliminent. Au niveau de la méthodologie, donc pour la section élimination du bilan, les données ont été compilées à partir des déclarations 2021 des lieux d'élimination et des papetières. C'est des déclarations qui sont acheminées au ministère de l'Environnement. Puis il est à noter que les déclarations là, des exploitants des lieux d'élimination, dans le fond, sont transmises dans le cadre du règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination de matières résiduelles. Ce qui est vraiment intéressant ici, en fait, c'est que comparativement aux autres sections du bilan, on parle de déclaration obligatoire. Donc, c'est ce qui nous assure d'avoir un portrait vraiment très complet pour cette section-là, donc au niveau de l'élimination. Il y a tout de même des quantités de matière qui ne sont pas incluses dans les données que je vais vous présenter, donc je trouvais ça important de vous le mentionner. Les données que je vais vous présenter aujourd'hui excluent les quantités éliminées dans les lieux d'enfouissement en milieu nordique, les LEMN, et dans les lieux d'enfouissement en territoire isolé, les LETI. Ça exclut également tout ce qui peut se retrouver dans des dépôts illégaux, par exemple des installations qui n'auraient pas de certificat d'autorisation pour pratiquer des activités d'élimination ou encore les matières résiduelles qui sont accumulées dans des champs ou à des endroits illégaux, en fait. Et enfin, on n'a pas non plus d'informations concernant les déchets sauvages, c'est-à-dire tous les déchets qui sont abandonnés dans la nature, que ce soit volontaire ou non. Par exemple, les bouteilles, les canettes, les emballages de nourriture qu'on peut retrouver dans les parcs, les boisés, en bordure de route, par exemple. Donc, passons maintenant aux résultats. Bien, tout d'abord, on va regarder le nombre de lieux d'élimination en activité au Québec en 2021. Donc, comme vous pouvez le voir dans le tableau, le nombre de lieux d'élimination est stable depuis plusieurs années pour l'ensemble des types de lieux, sauf pour les LEDCD. En fait, la diminution du nombre de LEDCD en activité, c'est l'effet direct de l'application du REIMR parce qu'il inclut une interdiction formelle d'établir ou encore d'agrandir ce type de lieu. Donc, les LEDCD ferment graduellement à l'atteinte de leur capacité autorisée et c'est ce qu'on voit ici avec une diminution là, à chaque année d'un certain nombre de LEDCD. Au niveau des quantités de matières résiduelles éliminées, en excluant les boues, ce sont donc 5 766 000 tonnes de matières résiduelles qui ont été éliminées dans les différents types de lieux d'élimination en 2021. C'est une augmentation de 8 par rapport à 2018. Ce qu'on remarque en fait quand on regarde notre tableau ici, c'est que 94 des matières sont acheminées dans les LET et les LEET. C'est d'ailleurs les deux types de lieux qui présentent une augmentation des quantités reçues, soit de 14 et 13 respectivement. Ce qu'on peut remarquer également, c'est qu'en cohérence avec la diminution du nombre de LEDCD en activité, les quantités qui y sont éliminées ont diminué également, donc de près de 66 Considérant que la fermeture de LEDCD va se poursuivre dans les prochaines années, bien, il est à prévoir que les quantités qui sont éliminées vont également continuer de diminuer. Pardon. En incluant les boues, on comptabilise donc 6 160 000 tonnes de matières résiduelles éliminées en 2021. C'est une augmentation globale de 5 par rapport à 2018. Au niveau de la quantité éliminée par habitant en 2021, on obtient donc un total de 716 kilos de matières résiduelles éliminées par habitant. Il s'agit d'une augmentation de 3 par rapport à 2018.
Donc, cette donnée-là, elle inclut vraiment toutes les catégories de matières éliminées qui proviennent autant de sources résidentielles que de sources non résidentielles comme les résidus d'ICI ou de CRD. Donc, on prend vraiment le total sur la population du Québec. Ce qu'on remarque, si on regarde les quantités éliminées par habitant là, entre 2018 et 2021, c'est qu'il y a une fluctuation dans les 3 dernières années, mais sans noter d'amélioration. On reste vraiment dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, considérant que le Québec s'est fixé un objectif d'atteindre 525 kilos par habitant ou moins de matière éliminée d'ici 2023, c'est-à-dire cette année, bien, au vu des résultats des dernières années, on peut conclure que ce serait étonnant qu'on atteigne notre objectif. Et ça, c'est malgré certains changements quand même au niveau de l'élimination depuis 2021. Par exemple, par rapport aux redevances exigées pour l'élimination de matières résiduelles et dont je vais vous parler plus en détail tantôt. Mais tout de même, ces changements étant assez récents, là, leur effet sur les quantités de 2023, donc de cette année, pourrait être limité. Bon, ce que je vous présente ici dans mon gros tableau, c'est vraiment intéressant. Puis c'est une nouveauté, en fait, du bilan 2021. Donc, ce qu'on voit, c'est la ventilation des quantités de matière éliminées par générateur. Donc, si on regarde notre tableau, ce qu'on peut remarquer tout d'abord, premièrement, c'est que les quantités de déchets d'origine municipale et de résidus ICI qui sont présentés aux 2 premières lignes fluctuent à la hausse et à la baisse là, depuis 2018. Et ensemble, elles représentent près du 2/3 des matières éliminées annuellement. Plus spécifiquement, en 2021, par rapport à 2018, on note une diminution de 5 des ordures d'origine municipale et une légère augmentation de 2 des résidus provenant d'ICI. Pour ce qui est des résidus du secteur CRD, présentés à la 3e ligne, on note une augmentation de 21 des quantités éliminées par rapport à 2018 pour atteindre un peu plus de 1 million de tonnes de résidus de CRD éliminés. Entre 2018 et 2021, on note également une augmentation importante de 161 des quantités de résidus de centre de tri CRD éliminés. C'est ce qui est présenté à la 6e ligne. Cette augmentation importante peut s'expliquer notamment là, par la diminution des quantités de résidus de CRD qui sont utilisés en recouvrement et autres usages dans les lieux d'enfouissement. Et si on les regroupe ensemble, les quantités de résidus qui proviennent de générateurs CRD et les résidus provenant des centres de tri CRD, bien la quantité globale a augmenté de 40 par rapport à 2018. Parmi les autres catégories dont les quantités éliminées ont augmenté par rapport à 2018, on voit les résidus de centres de compostage et de collecte des matières organiques, les résidus d'écocentres, de même que les encombrants. En fait, ces augmentations-là sont le reflet de l'accroissement de l'offre et de la desserte de ces services-là auprès de la population québécoise. Donc, avec le déploiement de services aux citoyens et aux entreprises, bien, il y a effectivement une hausse des quantités éliminées, mais les quantités restent tout de même moindres là, que pour les catégories dont je vous ai parlé précédemment. Et maintenant, si on regarde au niveau des boues éliminées, ce sont les 3 dernières lignes du tableau. En fait, les quantités totales de boue ont diminué de 19 de boue éliminée, ont diminué de 19 depuis 2018 pour atteindre 394 000 tonnes en 2021. C'est tous les types de boue éliminés qui ont diminué, mais les diminutions les plus importantes se retrouvent au niveau des boues enfouies. On voit que les boues municipales enfouies ont diminué de 37 entre 2018 et 2021 et les autres boues enfouies, là, par exemple les boues industrielles ou agroalimentaires, ont diminué de 31 Donc, je vous ai déjà, à ce stade-ci, présenté beaucoup de chiffres et de données. Donc, Isabelle, je ne sais pas si on a quelques questions déjà à ce stade-ci, je pourrais les prendre. Et par la suite, en fait, je vous présenterai les quantités de matière qui sont utilisées en recouvrement ou autre usage, les données sur les papetières, de même que les perspectives, là, incluant notamment les modifications pour les redevances à l'élimination.
Parfait. Ben, écoute, oui, on a eu quelques questions. Euh, une des questions qui nous est demandée, c'est pourquoi est-ce qu'on compare les données de 2021 à 2018 et non celles des années suivantes? En fait, on compare toujours par rapport à notre dernier bilan complet que nous, on a réalisé. Donc, le dernier bilan GMR complet était le bilan de 2018. Ce qui est intéressant dans le cas de l'élimination, c'est qu'on a les données entre 2018 et 2021, ce qui n'est pas le cas dans les autres sections. Donc, c'est vrai qu'on a souvent le réflexe, là, même si on a les données des autres années, de faire la comparaison pardon, avec 2018. Ceci dit, on présente tous les chiffres, donc il est tout à fait possible de comparer avec 2019 ou 2020. Puis je pense que qu'est-ce qui est aussi intéressant de faire une comparaison, disons, avec une année un peu plus éloignée, c'est pour voir vraiment les tendances. T'sais. Fait que des fois, de comparer avec l'année d'après, il y a des fluctuations qui ne sont pas nécessairement une tendance qui va s'établir. Donc, de faire cette comparaison-là est quand même très intéressante. Mais tous les chiffres au niveau de l'élimination pour toutes les années sont disponibles dans la fiche, donc on peut faire toutes les comparaisons que l'on souhaite. Avec les années nécessaires là, que l'on souhaite. Exact. Autre question, est-ce que le grand tableau, en fait, le grand tableau que tu viens de présenter, inclut les matières utilisées en recouvrement, chemin de LET, etc.? Non, non, ces données-là ne sont pas incluses à notre tableau. On parle vraiment des quantités ici qui ont été reçues pour élimination. Je vous présente, là, c'est ma prochaine, dans les Bon, sections à venir. ouais, c'est Donc, ça. je vais présenter toutes les données par rapport aux matières utilisées en recouvrement ou pour d'autres usages dans les lieux d'enfouissement. Une autre question, pourquoi est-ce qu'on parle de matière organique et de compostage dans un contexte d'élimination? Ben, en fait, c'est parce que au niveau, j'imagine que ça fait référence ici à notre ligne La résidus ligne, de centre de ouais. compostage et collecte de matière organique. Bien, en fait, c'est nos rejets hein, de centre de compostage et de collecte des matières organiques. Donc, c'est tout de même, comme je disais, là, des quantités pas si élevées considérant les quantités totales recyclées, mais il y a tout de même des rejets pour certaines raisons. Il y a des chargements des fois qui ne peuvent pas être acheminés à des lieux de compostage, puis c'est ça qui va se retrouver à l'élimination. Parfait. Juste un instant, là, je vais me remettre dans la bonne case. Donc, autre question, je vais y arriver. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de suivi séparé pour le résidentiel et les ITI? Euh, En fait, pour pouvoir séparer le résidentiel du ICI dans un contexte de collecte municipale, hein, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a, c'est le municipal, donc du résidentiel qui inclut les petits ICI qui sont desservis par les collectes municipales et vraiment tout ce qui est ICI desservi par des contrats privés. Donc, pour pouvoir le faire rendu au lieu d'élimination, c'est plus possible parce que le résidentiel va être mélangé au ICI d'origine municipale, desservi par les collectes municipales. Donc, pour pouvoir faire cette séparation-là, ça prend des caractérisations, des études de caractérisation en bordure de rue, où là, on va vraiment être en mesure de prendre uniquement, par exemple, les bacs qui sont associés à des unités résidentielles. Il y a des études comme ça qui ont été faites par le passé, mais récemment, là, il n'y a aucune étude qui a été faite. Donc, étant donné que les données disponibles, c'est vraiment les données pour l'origine municipale, puis c'est la réalité, en fait, de ce que l'on voit. Les collectes municipales incluent quelques ICI, donc c'est les données qu'on présente. et de quoi sont principalement composés les résidus des centres de compostage et de collecte des matières organiques? Est-ce qu'on les a caractérisés? En fait, c'est un peu ça la question. Non, il n'y a pas de. Nous, en tout cas, Recyc Québec, on Non, n'a pas ça, je savais fait ça. de caractérisation des rejets des centres de compostage, non. Euh, Est-ce qu'il y a une explication là, qui peut venir justifier l'augmentation des résidus de CRD, en fait, qui est une des plus grosses quantités là, inclus dans dans l'élimination?
Ben, en fait, premièrement, je vous inviterais à écouter notre premier webinaire qui portait justement sur les résidus de CRD, où mon collègue Nicolas a vraiment bien présenté toute la situation au niveau des résidus de CRD. Donc, ce que l'on voit, en fait, et je vous invite aussi à lire la fiche du bilan par rapport à ces résidus-là. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de la génération de ces résidus. Donc, à la base, on en génère plus. Et malheureusement, ben, il y a une quantité toujours plus importante qui se retrouve, qui n'est pas déviée vers des filières de valorisation et qui se retrouve à l'élimination. Absolument, tu l'expliques bien. Puis, c'est un bon rappel pour aussi vous dire que, effectivement, on a tenu, dans le cadre de la série, on a tenu déjà 3 webinaires là, qui portaient sur des sujets bien précis. Puis, il y aura également tout le rapport là, qui va être publié d'ici la fin mars, là, qui va vous donner vraiment toutes les données là, qui concernent des éléments spécifiques, donc, dont les résidus de CRD. Puis effectivement, je pense que pour cet élément-là, il y a beaucoup d'explications là, qui sont données dans le premier webinaire. Est-ce qu'on connaît la proportion des textiles dans les lieux d'enfouissement? Tu sais, si on y va un peu plus précisément, est-ce que c'est une donnée qu'on connaît ou qui... Oui, et là, je vais me permettre d'attendre parce que la prochaine, quand je vais continuer, bonne en fait, chose. je vais vous présenter des données de résultats de notre plus récente étude de caractérisation à l'élimination 2019-2020 et donc je vais justement parler des textiles. Dans quelle catégorie se situent les résidus provenant de l'agroalimentaire? Est-ce que ça, on est capable de les... dans les matières Euh, que tu as présentées? je dirais qu'elles sont dans les résidus provenant d'ICI parce que ce sont des Des essais. industries. Oui, Oui. exact. Je pense que c'est ça. Ben, écoute, ça fait le tour des questions pour l'instant. Je pense qu'on pourrait déjà passer à la suite. Là, déjà, tu vas pouvoir répondre à sûrement d'autres questions qui s'en viennent. Donc, inquiétez-vous pas, on aura une période de questions à la toute fin de la présentation. Puis, en cours de route, nos modérateurs continuent à répondre à vos questions. Donc, Annie, je te laisse poursuivre. Parfait. Donc, comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant, les données qu'on obtient à partir des déclarations des lieux d'élimination, hein, ils sont davantage répartis selon les générateurs. Donc, on parle d'ordures municipales, les résidus ici, CRD, des résidus provenant de centres de tri, d'éco-centres. Mais pour obtenir de l'information sur la composition de ces matières-là en termes de type de matière, donc est-ce que c'est des textiles, est-ce que c'est des matières organiques, du plastique, bien, on doit réaliser des études de caractérisation. Recyc Québec a réalisé 2 études de caractérisation sur les matières acheminées à l'élimination, donc une en 2011-2012 et une deuxième en 2019-2020. Et ce que je vous présente ici, là, c'est certains grands constats de la plus récente étude, puisque c'est des données qui sont vraiment intéressantes à mettre en lien avec les données d'élimination que je viens de vous présenter. Donc, premier grand constat, les matières recyclables, donc le papier, carton, verre, métal et plastique éliminés ont diminué globalement de 6 Donc, ça, c'est dire tout secteur confondu, municipal, ICI et CRD, pour la période 2011-2019. Toutefois, malgré cette baisse, on constate tout de même une hausse importante de 54 de la quantité de carton éliminé provenant du secteur ICI depuis 2011. On remarque également une hausse des quantités de papier et carton laminés ou composites pour ce même secteur. Deuxième constat, en concordance avec l'augmentation du taux de recyclage des matières organiques, hein, comme on l'a présenté notamment lors de notre webinaire de la semaine passée, bien, les matières organiques éliminées ont connu une forte diminution entre 2011 et 2019, et ça autant pour le secteur municipal que le secteur ICI. En 2011, les matières organiques représentaient 43 du total éliminé, alors qu'elles ne représentent plus que 30 en 2019. Troisième constat, bien, en concordance avec la hausse, cette fois-ci, des quantités éliminées provenant du secteur CRD, on note effectivement une hausse des résidus de CRD éliminés entre 2011 et 2019.
que ce soit pour les résidus provenant vraiment du secteur CRD, mais également des résidus de CRD qui sont présents dans les déchets municipaux et dans les résidus d'ICI. Globalement, en incluant donc l'ensemble de ces résidus de CRD, ils sont passés de 22% du total éliminé en 2011 à 28% en 2019. Donc, cette hausse, elle s'explique de plus majoritairement par une augmentation des quantités de bois éliminées. On parle d'une augmentation de 69% des quantités de bois éliminées entre 2011 et 2019. Et cette augmentation-là est encore plus importante pour le bois d'origine ICI, qui a connu une hausse des quantités éliminées de 150% pour cette période. Finalement, la proportion de 28% que représentent les résidus de CRD éliminés par rapport au total éliminé augmenterait encore davantage si on inclut les résidus de centres de tri de CRD qui sont acheminés à l'élimination, mais qui ne faisaient pas partie de la présente étude. Et pour conclure les grands constats, les encombrants, les textiles et les résidus domestiques dangereux, qu'on appelle les RDD, sont les autres catégories de matières éliminées qui ont connu des hausses importantes là, entre 2011 et 2019, là, soit des hausses de 141, 82 et 137% respectivement. Donc, je vous ai mis dans le bas le lien vers le rapport qui présente l'ensemble des proportions pour chacune des catégories de matières par provenance, c'est-à-dire municipale, ICI et CRD. Donc, à partir de ces proportions-là, c'est très facile de calculer les quantités qui se retrouvent à l'élimination. D'ailleurs, on le fait dans chacune de nos sections pour le bilan. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple du textile, on a une fiche sur le textile, le recyclage du textile qui va être publié sous peu. Et justement, là, on présente les quantités de textiles qui ont été éliminées basées sur ces proportions-là pour l'année 2021. On va maintenant poursuivre avec les données sur les quantités de matières utilisées en recouvrement, c'est-à-dire donc pour recouvrir les matières qui sont enfouies ou pour d'autres usages dans les lieux d'enfouissement, comme par exemple pour la construction de chemins d'accès. Mais tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les activités de recouvrement des matières qui sont enfouies, c'est une obligation du REIMR. Il y a plusieurs objectifs à recouvrir les matières que l'on enfouit, soit de limiter le dégagement d'odeurs, la propagation des incendies, la prolifération d'animaux ou d'insectes, l'envol d'éléments légers. Donc, c'est tous les types de lieux d'enfouissement qui sont visés par des obligations de recouvrement qui vont varier selon le type de lieu. Par exemple, LET, LEDCD, LEET. Donc, le REIMR encadre les obligations de recouvrement selon les types de lieux. Il encadre également les types de matières ou de matériaux qui peuvent être utilisés pour ces usages-là, mais il n'y a pas d'encadrement au niveau des quantités utilisées. Et parlant de quantité, donc en 2021, ce sont 2 736 000 tonnes de matière qui ont été utilisées en recouvrement ou autre usage dans les lieux d'enfouissement. Donc, comme on peut le voir dans le tableau, les quantités de matière utilisées en recouvrement, en fait, ont diminué en 2019 et 2020, puis ont réaugmenté en 2021 pour atteindre notre 2,7 millions de tonnes, soit une augmentation de 2 là, de plus qu'en 2018. Donc, petite précision, les quantités présentées dans le tableau, c'est les quantités de matières résiduelles utilisées en recouvrement et autres usages qui ont été déclarés par les lieux d'élimination pour 2021. Par contre, les lieux d'élimination, ils n'ont pas l'obligation de déclarer les quantités de matières résiduelles reçues, mais qui seraient utilisées pour d'autres usages en dehors de la zone de dépôt. Et on estime à plus de 100 000 tonnes, en fait, la quantité de matières résiduelles qui aurait été utilisée à cette fin, mais qui n'aurait pas été déclarée dans notre 2,7 millions de tonnes. Maintenant, si on retourne à notre tableau et qu'on regarde les types de matières les plus souvent utilisées pour les activités de recouvrement ou autres usages, donc on a tout d'abord les sols contaminés avec un peu plus de 1,5 million de tonnes,
les résidus de broyage, qu'on appelle également le fluff, et finalement les autres types de matériaux alternatifs. Par exemple, ça peut être des balayures de rue, du verre de la collecte sélective, des cendres, des scories. Et je précise là qu'on vous présente ici la quantité à laquelle ça correspond en kilogrammes par habitant. Donc, pour le 2,7 millions de tonnes, ça donne 318 kilos par habitant. Mais c'est vraiment uniquement à titre indicatif parce que cette quantité-là n'est pas incluse dans le 716 kilos par habitant que je vous ai présenté précédemment. Donc, malgré l'augmentation des quantités de matière utilisées pour les activités de recouvrement et autres usages, mais en raison de la plus grande hausse des quantités de matière enfouie, le ratio recouvrement sur enfouissement, lui, a diminué de 3 points de pourcentage en 2021 par rapport à 2018 pour atteindre 49 %. Donc, en fait, qu'est-ce que ça représente, ça, un ratio de recouvrement-enfouissement de 49 %? Bien, ça veut dire que pour chaque tonne de matière enfouie, les lieux d'enfouissement québécois utilisent en moyenne 490 kilos de matière pour les recouvrir ou à d'autres usages. Un fait intéressant ici, c'est qu'en 2020, on note une diminution notable du ratio qui atteint 42 %. Et ça peut s'expliquer en partie par les effets de la pandémie et des confinements qui ont ralenti l'activité économique québécoise, ce qui pourrait expliquer là, les diminutions des quantités de sols contaminés, de fluff et d'autres types de matières résiduelles qui sont utilisées en recouvrement. Pour ce qui est des papetières, maintenant, en 2021, ce sont 1 183 000 tonnes de matières résiduelles qui ont été enfouies dans des lieux d'enfouissement de fabrique ou encore qui ont été éliminées par combustion par les papetières. Il s'agit d'une baisse de 15 depuis 2018. Donc, cette baisse, ça peut s'expliquer en partie par un ralentissement des activités des papetières parce que la quantité totale de matières résiduelles des fabriques de pâtes et papiers a diminué de 12 entre 2018 et 2021. À noter que ici, les quantités éliminées dans les lieux d'enfouissement de fabrique ou par combustion par les papetières, ils ne sont pas prises en compte dans l'atteinte des objectifs des quantités éliminées. Donc, je vous les présente ici tout de même à titre informatif, comme c'était le cas pour les matières utilisées en recouvrement et autres usages. Et donc, ça représente un équivalent de 137 kilos par habitant pour 2021. Je vais maintenant vous présenter quelques initiatives et changements réglementaires en cours ou à venir, en lien avec l'élimination. Donc, tout d'abord, au niveau de l'acquisition de connaissances, Recyc Québec prévoit la réalisation de 3 études de caractérisation à l'élimination et de déchets sauvages en 2023. Donc, la première étude, c'est directement la suite des études de 2011, 2012 et 2019-2020, dont je vous ai parlé tantôt. Pour cette étude, on vise à mettre à jour le portrait provincial de la composition des matières résiduelles qui se retrouvent à l'élimination en 2023. Les travaux terrain de l'étude ont débuté en janvier et ils vont se poursuivre durant toute l'année. Il y a certains ajouts qui ont été apportés par rapport à l'étude de 2019-2020. Notamment, il y a davantage de catégories de matières qui ont été identifiées. Ça, c'est dans le but d'avoir des résultats plus détaillés et d'avoir certaines données en vue des modifications réglementaires à venir. Je pense par exemple à l'élargissement de la consigne. Donc, on est venu séparer les contenants qui sont déjà consignés, les contenants qui seront consignés et les contenants qui resteront non consignés. On a également éclaté les catégories de matières composants qui sont sous la REP pour avoir vraiment de l'information pour chacune de ces catégories-là. On veut également aller chercher de l'information au niveau du gaspillage alimentaire, donc au niveau des résultats consommables versus ceux qui ne sont pas consommables.
et du potentiel de traitement des matières organiques qui se retrouvent à l'élimination, mais par compostage domestique. Donc, tout ce qui est d'origine végétale versus ce qui est d'origine post-consommation animale. Pour la deuxième étude, en fait, c'est une toute nouvelle étude pour Recycle Québec. C'est dans le but de mieux connaître la composition des matières résiduelles qui sont actuellement acheminées à l'élimination en milieu éloigné. Donc, il y a une étude de caractérisation qui va être réalisée dans 5 lieux d'enfouissement en milieu nordique, LEMN, et 4 lieux d'enfouissement en tranchée, LET, qui sont situés en Mauricie, sur la Côte-Nord et dans le nord du Québec. Il s'agit d'une étude qui résulte en fait du rapport du BAP qui demandait à Recycle Québec de se pencher davantage sur la gestion des matières résiduelles en territoire isolé et nordique. Et finalement, la troisième étude de caractérisation qui va être réalisée en 2023 avise les déchets sauvages. Donc, il s'agit principalement il s'agit en fait d'une nouvelle étude pour Recycle Québec. L'objectif, c'est d'obtenir de l'information sur la quantité et la composition des matières résiduelles qui se retrouvent dans 2 types de lieux, les bordures d'autoroute et les bordures de rivage. Donc, l'objectif principal de cette étude-là, c'est d'évaluer si les changements législatifs à venir, donc notamment les modernisations du système de consigne et de collecte sélective, vont avoir un impact sur la quantité et surtout sur le type de matières résiduelles qui sont abandonnées dans la nature au Québec. Donc, l'étude de cette année vise à obtenir un portrait un peu du avant la mise en place des modernisations et la même étude au même lieu, dans les mêmes conditions, va avoir lieu dans quelques années, vers 2025, pour vraiment pouvoir faire un comparatif et évaluer l'impact des modifications apportées au système de gestion. Et maintenant, au niveau de la réglementation, au Québec, le règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination de matières résiduelles, il vise à réduire les quantités de matières résiduelles qui sont acheminées à l'élimination et par la même occasion à augmenter la durée de vie des lieux d'élimination en imposant un montant payable pour chaque tonne de matières résiduelles éliminée. Donc, le 3 août 2022, le gouvernement a édicté le règlement modifiant le règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination de matières résiduelles. Le titre ici, c'est un lien, donc vous pourrez cliquer pour prendre connaissance du règlement. Et ainsi, c'est à compter du 1er janvier 2023, donc le 1er janvier de cette année, des redevances de 30 $ la tonne sont exigées pour l'élimination de matières résiduelles reçues dans un LET, un LEDCD ou une installation d'incinération de matières résiduelles. Et pour fin de comparaison, en fait, en 2022, les redevances étaient de 24 et 32 $ la tonne. Et maintenant, en 2023, ils sont de 30 $. C'est une augmentation de 23 % des coûts en 2022 et 2023. Et ce nouveau taux fera l'objet d'une indexation annuelle de 2 $ la tonne à partir de 2024. Autre modification apportée par ce règlement, donc les matières résiduelles qui sont destinées au recouvrement journalier dans un LET, au recouvrement mensuel dans un LEDCD ou encore à la construction de chemins d'accès dans la zone de dépôt de matières résiduelles d'un LET ou d'un LEDCD seront désormais visées par l'application des redevances selon un taux équivalent au tiers du taux régulier, alors qu'auparavant, il n'y avait aucune redevance qui s'appliquait sur ces matières-là. Donc, en 2022, ces matières-là n'étaient pas visées. Et en 2023, donc, on se retrouve avec un coût de 10 $ la tonne. Par contre, il y a certaines exemptions parmi les matières destinées à ces usages. Tout d'abord, au niveau des résidus fins de CRD qui sont issus du criblage ou du tamisage effectué par un centre de tri CRD, elles vont être visées par les redevances qu'à compter du 31 décembre 2025. Et quant aux sols contaminés destinés à ces usages-là, ils vont être visés par un régime de redevance distinct qui va entrer en vigueur, lui, le 1er janvier 2024.
Donc, puisque tout ce qui concerne les redevances et donc de gestion réglementaire est sous la gestion du ministère de l'Environnement, pour toute question ou demande d'information en lien avec ce sujet, je vous invite à consulter le site Internet du ministère, dont je vous ai mis le lien ici ou de communiquer directement avec le ministère. Je vous ai mis également ici le lien vers la fiche GMR 2021 concernant la fiche du bilan, pardon, GMR 2021 concernant l'élimination. Vous y retrouverez toutes les données que je vous ai présentées, les tableaux, les graphiques, donc vous pourrez regarder ça tranquillement. Vous avez également mon courriel ici pour me rejoindre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, je serai prête pour la période de questions. Absolument. Merci, Annie. Et écoute, je suivais les questions qui se posaient en cours de route et je dois dire que nos modérateurs sont très actifs et répondent promptement à plusieurs questions. J'en ai quelques-unes tout de même à te poser pour revenir sur la caractérisation que tu as présentée là, sur notre dernière caractérisation à l'élimination. Deux petites questions complémentaires. Est-ce que dans la caractérisation, on peut avoir des détails un peu plus précis, notamment sur les encombrants et les RDD? Puis l'autre question, c'est, je la pose parce que c'est au bénéfice de tous, là, mais est-ce que la caractérisation a lieu dans quelle région au Québec? Mais je te pose la question, mais tu OK. vas pouvoir y répondre. Oui. Oui. Écoutez, il y a beaucoup de catégories de matières qui sont visées. Donc, effectivement, les RDD et les encombrants, on va retrouver des données pour ces catégories de matières-là. En 2019-2020, si on fait référence à cette étude-là, pour les résultats, les RDD étaient jumelés avec les produits sous REP. Donc, on a vraiment l'information pour RDD et produits sous REP. Dans notre étude de 2023, on est venu éclater ça. Donc, on va avoir des données vraiment plus précises au niveau des RDD. Maintenant, pour ce qui est des régions du Québec qui sont couvertes, comme on vise à avoir vraiment un portrait provincial, bien oui, on va dans vraiment la très grande majorité des régions du Québec. Donc, notre échantillonnage est vraiment effectué afin d'avoir un portrait pour toute la province. Puis, en lien avec toujours un peu notre caractérisation, mais quand même, puis la question des encombrants, est-ce qu'on est capable d'avoir une explication pour la grande variabilité dans le volume des encombrants? Est-ce qu'on a des pistes d'explication pour ça? En fait, oui, c'est vrai que les quantités d'encombrants ont varié. Ils ont beaucoup augmenté en 2019-2020. Pour 2020, j'aurais tendance à dire, même si on y fait référence souvent, que peut-être les confinements ont eu un rôle à jouer ou les ménages en ont profité pour faire du ménage et se Ouais. débarrasser de certains gros items. Donc, les données d'élimination qu'on a pour les encombrants, c'est vraiment les données qui proviennent de collecte municipale d'encombrants. Donc, c'est dire que ben, ces années-là, est-ce que ça peut être des inondations, des phénomènes qui auraient pu causer que les gens se débarrassent davantage d'items encombrants ou encore, comme je le dis, certains effets de la pandémie qui ont entraîné les gens à faire du ménage et à se débarrasser des meubles en surplus ou qui n'étaient plus à leur goût. En effet, on a constaté quand même certains changements d'habitude, hein, notamment avec la pandémie. Je vois qu'il y a une main levée ou peut-être une ou deux. Là, on ne prend pas les questions par main levée, mais n'hésitez pas à venir nous les poser là, dans le question-réponse si vous souhaitez qu'on vous réponde. Donc, une question toujours un peu sur les techniques un peu, là, mais sur est-ce que les résidus de CRD fins peuvent être traités comme de simples déchets? Est-ce que ça peut être considéré comme dans nos études? Peut-être que pour cette question-là, il faudrait revenir encore à la question des CRD. La fiche CRD, vous allez pouvoir trouver certaines données. Puis peut-être aussi, vous pouvez poser la question aussi directement dans la présentation de Nicolas, qui était le premier webinaire sur les CRD. Vous pourriez également poser directement la question à notre présentateur là, pour pouvoir avoir une réponse un peu plus précise à cet effet-là.
Donc, Annie, je t'ai évité d'avoir une Oui, réponse. bien, C'est peut-être ça. en fait en posant la Oui, question, en mettre juste un complément. petit peu plus Oui. de contexte, je pense que ça va aider à comprendre la question, oui. La question un peu plus clairement. Est-ce que Recyc Québec a déjà sélectionné les LEMN et les LEET qui vont faire l'objet de l'étude de caractérisation? Oui, tout à fait. Le contrat a déjà été octroyé. Par contre, évidemment, il n'est pas commencé. Là, on va y aller plutôt à la période printemps, été, début de l'automne. Donc, parfait. Peut-être aussi en complément là, de certaines choses dont tu as parlé là, pour tout ce qui était la question des études de caractérisation. Pour nous, les études de caractérisation, on en fait, j'imagine, des comparaisons aussi avec les bilans parce que pour nous, c'est de la donnée qui nous aide à faire des comparatifs et je peux peut-être que tu peux nous faire un petit topo sur comment l'étude nous aide évidemment à faire les bilans et tout ça. En fait, dans le cadre des bilans, je vais parler des autres sections, là, autres que l'élimination. On va questionner les installations de récupération, de valorisation, donc vraiment qui prennent en charge ces matières-là. Pour compléter le portrait, étant donné que ça nous amène le portrait de vraiment la valorisation, mais pour le compléter au niveau de l'élimination, c'est là qu'on va chercher nos données provenant des études de caractérisation à l'élimination. Parce qu'en ciblant vraiment les catégories de matières comparativement aux déclarations des exploitants de lieux d'élimination où on a de l'information au niveau des générateurs, en fait, là, on va chercher l'info vraiment pour notre catégorie de matière et on vient jumeler ça à nos données qu'on a été capable d'aller chercher au niveau de la récupération, du recyclage, de la valorisation. Merci. Tu as parlé tout à l'heure de la question du ratio, hein, de l'enfouissement et tout ça. Bon, est-ce que, considérant que ce ratio-là a diminué, là, tu l'as présenté de cette façon-là, malgré que les quantités éliminées ont augmenté, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça soit la même chose pour les années futures? Est-ce que ou c'est vraiment variable ou En fait, là, la diminution cette année, la diminution qu'on a vue, comme tu l'as dit, les quantités avaient augmenté. Donc, c'est vraiment parce que les quantités enfouies qui sont sous notre division ont augmenté davantage. C'est ça qui a fait que notre ratio a diminué. Ceci dit, avec l'imposition de la redevance sur les matières qui sont utilisées à ces usages-là, en fait, oui, on pourrait peut-être commencer à avoir une diminution des quantités utilisées de matériaux en recouvrement ou à autre usage. Et là, on pourrait voir effectivement notre ratio commencer à diminuer. C'est tout à fait possible. Notre prochain bilan va porter sur l'année 2023. Donc, on va vraiment pouvoir voir dès cette année là, si on a une tendance vers la diminution du ratio. Euh, la question de la caractérisation, là, c'est parce qu'il y en a eu quelques-unes, puis il y en a qui ont été répondues. Je vais peut-être me permettre de les dire à haute voix pour aider un peu à la compréhension. Donc, quelqu'un demandait si on avait caractérisé les résidus des centres de tri qui vont à l'enfouissement. Ben, la réponse, en fait, c'est que les rejets n'ont pas été caractérisés spécifiquement dans le cadre de l'étude. Donc, c'est pas une donnée qu'on a pour actuellement. Ensuite, peut-être qu'on pourrait parler un peu, parce que tu as présenté dans les perspectives ou ce qui s'en vient dans l'avenir, tu as présenté différentes études de caractérisation, là, des nouvelles études là, qu'on met de l'avant et qu'on souhaite faire. Celles qui portent sur les déchets sauvages en bord de route et en bord de cours d'eau, là, en fait, c'est un peu ça l'étude. Tu l'as expliqué, mais ça serait intéressant quand même que tu l'élabores peut-être un peu plus. Qu'est-ce qui a poussé, en fait, Recyc Québec à aller de l'avant avec cette étude-là, qui est une nouvelle donnée qu'on va chercher? En fait, c'est vraiment les travaux en lien avec la modernisation du système de consigne qui a amené à nous questionner sur ces matières-là. Parce que ce qu'on voyait pas, il y a très peu en fait de données sur les déchets sauvages disponibles au Québec ou même au Canada, mais ce qu'on voyait, c'était plus de l'information au niveau des États-Unis qui démontrait que dans les États où il y avait un système de consigne, il y avait beaucoup moins de problématiques de déchets sauvages comparativement aux États où il n'y en avait pas.
Donc, ça nous a amené à nous questionner, considérant la modernisation. Donc, on va inclure beaucoup plus de contenants qui vont être visés. La consigne va également être plus élevée. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur les matières qui sont abandonnées dans la nature? Donc, ça venait vraiment de là, mais après ça, ben, c'est ajouté tout l'intérêt, en fait, d'avoir de l'information sur ces matières-là parce qu'elles ne sont pas considérées nulle part. Elles n'intègrent pas aucun chemin, que ce soit de la valorisation ou de l'élimination, sauf quand elles sont récupérées là, à un moment donné par la suite. Mais quand elles restent dans la nature, on les perd. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça vient vraiment, on veut avoir de l'info par rapport à notre modernisation du système de consigne, voir l'impact d'avoir ajouté des nouveaux conteneurs, d'avoir augmenté la consigne, mais également aussi plus globalement sur qu'est-ce qu'on retrouve en milieu naturel au Québec. Puis, évidemment, l'objectif, c'est qu'il y en a une qui se fait au printemps et Exact. le calcul se refait l'an prochain suite à la mise en place de la modernisation. En fait, on se donne 2 ans pour vraiment être sûr que tout est bien mis en place, que les gens ont pris l'habitude du geste, qu'ils ont bien intégré les modifications. Donc, en 2025, oui, on va refaire exactement la même étude. On a vraiment ciblé des lieux où on veut retourner exactement au même lieu. Et bien, si ça l'intéresse, je peux donner un petit peu plus d'informations aussi sur les partenariats qu'on a dû effectuer, en fait, pour réaliser ces études-là. C'est là que je m'en allais, donc c'est une bonne chose que tu y arrives, vas-y. Ouais. Donc, oui, on a établi des partenariats. Donc, pour le volet bordure d'autoroute, on travaille avec le MTQ pour aller, en fait, eux, ils procèdent un peu à du ramassage. C'est leur sous-traitant qui coupe le gazon en bordure d'autoroute qui doit procéder au ramassage des matières résiduelles qui se trouvent là parce que c'est vraiment juste à des fins de ne pas briser leur équipement. Donc, on travaille avec eux pour nous aller chercher les matières qui vont être récupérées dans le cadre de ces activités de tonte de gazon. Et pour le volet en bordure de rivage qu'on appelle, on a un partenariat avec l'organisme Mission Milton qui effectue donc depuis des années là, plusieurs nettoyages. Donc, on travaille avec eux pour identifier des sites où eux vont effectuer le nettoyage. Ils vont ramasser donc tous les matières résiduelles, puis ils vont procéder à la caractérisation. Puis on va retourner là, en 2025 dans les mêmes. En fait, ils vont retourner en 2025 dans les mêmes lieux pour faire les mêmes activités. Oui, ben, donc c'est ça, 2 partenariats quand même intéressants là, pour. Il y a quelques questions qui portent sur, puis ça peut être intéressant, peut-être pour voir si il y a la méthodologie qu'on utilise, parce qu'il y a une question qui vient d'une personne peut-être de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique, mais est-ce qu'on le sait, nous, si notre méthodologie est utilisée de la même façon ou utilise-tu la même méthode pour faire nos études qu'ailleurs au Canada? Les études de caractérisation, la méthodologie qu'on emploie à la base, ça fait des années, là, en fait, que Recyc réalise des études de caractérisation. Donc, pour notre première étude en 2011-2012, il y avait vraiment eu une revue de littérature pour voir tout ce qui se faisait ailleurs au niveau de ces études-là et on a développé notre étude à partir de ça. Donc, je dirais que oui, notre méthodologie doit être relativement semblable à ce qui se fait ailleurs. S'il y a des questions par rapport à ça, j'invite la personne à me contacter. On peut fournir de l'information sur notre méthodologie sans problème. Mais oui, disons, cette année, je n'ai pas comparé, mais ça vient vraiment d'une revue de littérature. On utilise toujours cette question-là de meilleure pratique, là, dans le fond, parce que c'est ce qui est intéressant. On veut aller chercher les meilleures pratiques pour développer notre méthodologie. Toujours pour préciser un peu la question de ce qui se retrouve sur les sites d'élimination. Puis c'est une question qui a été répondue, mais qui peut être pertinente pour tous. On a dit qu'il y avait eu une augmentation de carton. On demande s'il y a une augmentation de carton sur les sites d'élimination, puis qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, oui, tu sais, la réponse, c'est qu'il y a une augmentation de carton éliminé, mais quand on voit ça dans nos caractérisations, quand on l'évalue, on réalise que ce carton-là
est déjà dans les sites d'enfouissement. Donc, il est déjà rendu, donc on peut difficilement après le retransférer ou l'envoyer au recyclage. Donc, c'est vraiment un constat. Donc, l'idée, puis c'est ce qu'on essaye de faire toujours chez Recyc Québec, c'est d'agir en amont. Donc, c'est vraiment cette notion-là. Donc, oui, les études de caractérisation nous aident à voir au final, ça se rend où? Et puis l'idée, c'est en termes de volume, bien, on agit sur des stratégies en amont pour être capable de faire en sorte que ça ne se rende pas jusqu'à l'élimination. Donc, tout ça passe par de la sensibilisation, de l'éducation, de l'information, des mesures qui sont mises en place. Donc, un peu comme a présenté Annie dans sa présentation, il y a des perspectives, il y a des choses qu'on regarde pour l'avenir. Puis, dans chacune des présentations qu'on a fait, vous allez remarquer, on termine toujours sur ce qu'on fait pour l'avenir, puis vers où on s'en va. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là aussi qu'on travaille. Euh, Mais j'aurais donc, peut-être, oui, tu veux Isabelle, je amener une m'excuse. petite précision? Je- Ben, vas-y, non, un petit vas-y. ajout, mais c'est juste par rapport à ça, en fait, si ça intéresse les gens de savoir, mais dans le cadre de nos études de caractérisation, quand on va prélever c'est pas nous, évidemment, la firme qui va prélever les échantillons, qui fait le tri, en fait, nous, suite à ça, on demande que les matières recyclables soient recyclées. Celles qui vont avoir été triées provenant des sites d'élimination, là, au niveau juste de notre étude, on demande que les matières soient valorisées lorsque c'est possible. Euh, Oui, puis c'est ça aussi, notre dernier, dans le 3RV, il y a un V, donc il y a cette option-là qui est toujours présente. Question qui justement est un peu en lien avec la question de la valorisation, puis tu vas y répondre facilement, je pense, c'est est-ce que le bois, notamment, là, qui finit à l'enfouissement, est trié et est valorisé? Donc, est-ce que c'est vraiment, c'est dur on ne peut pas vraiment répondre à cette question-là Ben, directement. Une fois qu'il est il y a- rendu là. Une Ouais. fois qu'il est rendu au lieu d'élimination, il est éliminé. Il y a certains lieux qui vont faire du tri, un certain tri, admettons, s'il y aurait un chargement complet d'une matière valorisable, il y en a qui vont déclarer qu'ils ont reçu des matières et qui les ont valorisées, qu'ils ont reçues pour l'élimination, mais qui les ont valorisées. Mais c'est des tonnages assez faibles comparativement à vraiment ce qui va être éliminé au complet. En bout de ligne, oui, au Exact. complet. Donc, on arrive en fin de présentation. Les questions, en grande partie, ont été répondues. Puis en plus, il y a toutes celles qui sont répondues par nos modérateurs qui sont très, très efficaces. Donc, en fait, c'est le temps de se dire au revoir et de vous remercier, en fait, de votre présence aujourd'hui. C'est toujours, ça a été un plaisir cette série-là avec beaucoup de gens puis beaucoup d'intérêt face à ce bilan 2021. Donc, encore une fois, je vous rappelle qu'il va y avoir un sondage d'appréciation qui va vous être transmis par courriel en même temps que le lien vers l'enregistrement du webinaire et de la présentation. Je remercie Annie de ton temps et de ta présentation. Qui nous a éclairés. Donc, à tous, bonne journée, puis à bientôt. Au revoir.